Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes bien sûr ancien ministre de l'Intérieur, député européen, président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Et on peut le dire, vous avez été un peu un des casques bleus de tout ce feuilleton, de tout ce psychodrame UMP. Vous avez parlé un peu à tout le monde pendant ces derniers jours. Je fais partie, mais je ne suis pas le seul naturellement, des militants de l'unité, des militants pour l'union. Et on en trouve auprès des uns et des autres. Voilà, et vous avez parlé aux deux protagonistes qui, depuis quelques jours, s'entendent apparemment beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu croire. On va y revenir. Mais je voudrais qu'on regarde ensemble ce petit moment de l'après-midi à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault répond à une question de Christian Jacob. Pouvez-vous, oui ou non, démentir immédiatement cette information? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président du groupe UMP, c'est bien ça, oui, je ne me suis pas trompé. Allez. Voilà, Jean-Marc Ayrault qui fait de l'humour parce qu'il y a deux groupes maintenant, UMP et RUMP à l'Assemblée nationale. Oui, l'humour de Jean-Marc Ayrault, qui est un peu facile, très honnêtement, et puis peut-être qu'il pourrait aussi balayer devant sa porte parce qu'il doit avoir des souvenirs pas si lointains. Mais cela rappelle effectivement la nécessité de l'unité, ça rappelle la nécessité de mettre fin au spectacle de la division, cela rappelle l'absolu impératif d'offrir une image de l'opposition qui soit une image de l'opposition que l'on veut, que l'on souhaite. C'est une catastrophe que ces deux groupes, c'est une catastrophe, c'est une faute morale, a dit Henri Guénaud, c'est ça? Ça signifie, cela rappelle que nous devons bâtir une opposition qui soit crédible, qui soit offensive, qui soit déterminée, qui soit utile. Parce que dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité, mais il faut aussi qu'il y ait une opposition. Et il est donc utile que nous ayons une opposition. Et là, il y en a deux, c'est pas mal. Force est de reconnaître que depuis quelques jours, nous ne donnons pas cette image, puisque, comme certains l'ont rappelé, comme d'ailleurs Luc Châtel d'ailleurs l'a souligné à juste titre, en quelques jours, il y a 14 textes qui sont passés, j'allais dire, sans coup férir. Et pourtant, il y avait des sujets très importants, le chômage, les questions migratoires, la question de Mittal, tout ça, ce sont des sujets qu'on a laissé passer. On va en reparler, Brice Hortefeux. Ce soir, il y avait un ultimatum de Nicolas Sarkozy qui était posé. Il fallait que les deux hommes s'entendent, se rencontrent et s'entendent avant aujourd'hui. On a l'impression que la crise n'est pas finie, que donc ils ne se sont pas encore entendus. Est-ce que ça veut dire que l'ultimatum de Nicolas Sarkozy n'a pas été complètement efficace, n'a pas été assez entendu? Écoutez, je vous le dis d'ailleurs très simplement, mais en même temps très fortement, ce qui n'est pas incompatible. Ultimatum ou pas ultimatum, le souhait de Nicolas Sarkozy était la reprise du dialogue. Et ce souhait a été concrétisé. Il avait effectivement... il s'en était entretenu avec François Fillon, il s'en était entretenu avec Jean-François Copé. Il apprécie l'un et l'autre naturellement. François Fillon a été son premier ministre pendant 5 ans, c'est un témoignage de confiance. Jean-François Copé, il l'avait choisi comme secrétaire général de la formation principale qui soutenait l'action du gouvernement et du président de la République. Mais on a l'impression qu'il disait plutôt que Jean-François Copé avait du mal à se rendre compte de la réalité dans ce que dit le Figaro d'aujourd'hui. Il s'en est entretenu avec les deux et les a encouragés vivement dans le langage Sarkozy, vous savez ce que cela veut dire. C'est-à-dire quoi? Très tonique, il leur a dit qu'il l'a fait de manière chaleureuse et amicale, mais en même temps très vive. Et donc ils ont encouragé. Quel mot a-t-il utilisé? Je n'y étais pas, donc je ne le sais pas, mais en tout cas j'imagine. Mais on dit qu'il a dit qu'ils n'étaient pas dignes de diriger un parti qui serait disqualifié. C'est pas comme ça. Il les a encouragés à reprendre le dialogue et j'observe que ce message a été à juste titre entendu, puisque Jean-François Copé et François Fillon se sont vus une fois, se sont vus une deuxième fois, se revoient une troisième fois. Et je suis sûr, naturellement, que plus ils se voient, plus les positions se rapprochent et plus il y aura une solution qui sera proposée. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous êtes donc optimiste sur cette suite de rencontres. Vous avez le sentiment qu'on avance. Que vous ont-ils dit? Quel retour vous avez de ces rencontres? C'est pas une question d'optimisme. Vous savez, c'est très simple. Vous savez, vous connaissez la formule. Le pessimisme est une question de tempérament et l'optimisme une affaire de volonté. Et donc, je suis volontairement optimiste. Et d'ailleurs, nous sommes nombreux à être comme cela. Sur quoi vous fondez-vous? Est-ce qu'ils vous en ont parlé un petit peu? Est-ce que ça a pris entre les deux hommes après tant de violence entre eux deux? Maintenant, ils se parlent et ça se passe bien? Écoutez,
j'ai entendu, comme vous, les commentaires des uns et des autres sur ce sujet, le fait qu'ils se voient alors qu'il y avait une tension. Mais là aussi, je trouve qu'on présente ça de manière trop immédiate. Il faut savoir pourquoi on en est là. On en est là tout simplement parce que l'UMP a été la grande famille politique française qui a décidé de pratiquer la démocratie. Et la démocratie, ça a beaucoup d'avantages et puis il y a quelques conséquences. Pas la première, c'est pas la première. À ce niveau-là, oui. Non. Et ça a donné un résultat à 50-50. À 50-50. Et alors après, pour des raisons d'erreur administrative, personne d'ailleurs dit qu'il y a eu faute comme ça, pour des raisons administratives, on a oublié... Qu'il y a eu faute. François Fillon menace de porter plainte en justice. Sur cet aspect-là, je dis, les résultats, sur la base de ces résultats, on s'est aperçu qu'il avait été oublié par la commission, qui est donc désormais célèbre, donc c'est inutile que je rappelle son sigle, mais il a été découvert que 3 bureaux avaient été oubliés, que de surcroît, ces 3 bureaux inversaient potentiellement le résultat. Aujourd'hui, on est là, situation très simple. Jean-François Copé est statutairement élu. Personne ne conteste qu'il soit statutairement élu. Mais bien évidemment, il y a un débat juridique et politique compte tenu de l'étroitesse du résultat. Donc Jean-François Copé fait un pas qui est un pas extrêmement important puisqu'il est statutairement élu en proposant de remettre en jeu son mandat. Et en même temps, simultanément, François Fillon fait lui-même un pas important, un pas essentiel, en disant... Le groupe que je constitue, Rassemblement UMP, se sabordera en quelque sorte dès lors qu'il y aura un accord. Ça veut donc dire que nous avons tous les ingrédients avec la bonne volonté de chacun et le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, le sens de l'intérêt collectif. Nous avons tous les ingrédients pour en sortir. Et c'est indispensable parce que le message que nous recevons est un message d'absolu ras-le-bol. Voilà, c'est en quelque sorte aussi Nicolas Sarkozy qui s'exprime par votre voix puisqu'il dit, et il continue à leur dire, attention, il faut vous en sortir et il faut arrêter ça. Mais franchement, après les municipales de 2014, un vote, c'est une blague. C'est une blague parce que ça veut dire que c'est beaucoup trop long. Est-ce que c'est votre conviction? Vous étiez pour un vote dès le début. Dès les premiers jours, vous avez dit à Jean-François Copé, il faudrait mieux revoter. Oui, mais ça c'est ce que vous extrapolez. Moi, c'est très simple. Non, alors, et là, je ne suis pas seul dans cette situation. Ce n'est pas des problèmes individuels. Il ne faut pas ajouter de la confusion à la division ou la division à la confusion, comme vous voulez, ça peut être pris dans tous les sens. C'est-à-dire que les souhaits des uns et des autres, les desiderata, les égos et tout ça, on doit le mettre derrière nous. Alors, ils discutent entre eux. Avant moi, je ou leur après fais les confiance. municipales de 2014 je leur fais confiance pour trouver une solution. Les municipales, je ne sais pas si c'est le bon tempo, c'est simplement une question, parce qu'en fait, il n'y a pas simplement les municipales dans cette période-là. Vous avez les municipales qui seront de façon au mois de mars. Vous avez sans doute le 25 mai, mais je ne suis pas totalement calé, donc très peu de temps après les élections européennes. Et en même temps, il y a les élections sénatoriales en septembre. Donc j'imagine que l'ensemble de ce calendrier doit être... Donc ce serait mieux avant. En tout cas, puisqu'ils en discutent, je suis sûr qu'ils ont en mémoire cette triple élection au cours de ce printemps et fin d'été 2014. Donc ce serait mieux d'aller en ordre uni et en tout cas sous la même bannière pour ces consultations et pas après. C'est ce que j'essaye de comprendre. Si oui vous me demandez si je préfère l'union à la division, ça effectivement donc, la réponse. C'est la première 2014. question que vous me posez à laquelle il est très facile de répondre. Oui, je préfère l'union. Alors non, mais j'ai compris quand même qu'avant 2014, c'était mieux. Avant les municipales de 2014, hein, c'est quand même ça. Mais les non-alignés... mais moi, je n'ai pas dit cela. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, voilà, il y a ce calendrier électoral. Je ne dis pas que j'ai de préférence. Encore une fois, je rappelle ce calendrier, mais je ne veux pas exprimer devant vous ce soir de préférence parce que je souhaite contribuer à l'unité plutôt qu'à la division. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de statu quo ce soir? C'est-à-dire, finalement, Jean-François Copé garde le parti, François Fillon garde le groupe, et dans le fond, ils partent tous les deux l'un face à face, mais ils écartent les autres, les non-alignés, peut-être même Nicolas Sarkozy. Plus de concurrents, plus personne, le face à face. Écoutez, moi, je reste à un principe simple. Et nous devons être des militants de l'unité. Le message que nous recevons des militants. Ça, c'est pas de la langue de bois, déjà. Non, c'est la vérité. Non, mais attendez, je sais bien que c'est la vérité, mais qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'un statu quo, ça serait possible? C'est la langue de vérité. Ça n'a rien à voir avec le mot. Je ne sais pas pourquoi vous le mêlez à cela. Donc, c'est le langage de vérité. Les militants nous demandent, j'ai fait des réunions comme
la plupart des élus, on était chacun dans nos régions. L'aspiration, le message, je fais une réunion notamment avec l'enfance, c'était le message de l'unité, c'est le message de la clarté, c'est le message de volonté de sortir de cette crise, c'est le message des élus locaux, c'est le message des élus locaux auxquels nous devons naturellement être très attentifs, c'est arrêter ce spectacle pour éviter les débâcles électoraux potentiels de demain, donc arrêter le spectacle de la division aujourd'hui. Voilà, ils peuvent s'entendre. Tout ça, on l'entend 5 sur 5, 100%. Et naturellement, Jean-François Copé et François Fillon, naturellement, ne sont ni sourds ni aveugles et ils sont attentifs à ces messages. Ils pourraient s'entendre, ils pourraient être d'accord entre eux et d'une certaine façon confisquer un peu la partie et garder un peu le jeu de leur côté. C'est ce que craignent par exemple Bruno Le Maire qui dit attention, pas de petits arrangements entre amis et qui demande un congrès, qui demande de redéfinir les statuts de l'UMP et d'organiser une élection du président au printemps 2013 ainsi que les primaires de 2016. Donc de tout reprendre et de tout réorganiser. Oui, mais moi je préfère avancer de cette manière, encore une fois, qui soit claire. François Fillon et Jean-François Copé discutent entre eux, attendons le résultat de leur discussion, et ensuite, d'autres, qui n'étaient pas partie prenante à ces discussions, peuvent naturellement exprimer leurs sentiments. Mais attendons le résultat de ces discussions. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas d'être béat, et pour être clair, il ne s'agit pas non plus d'être benet. Mais il ne reste pas moins que c'est un pas positif. Voilà deux personnalités importantes qui étaient toutes les deux en compétition pour diriger la première grande famille de l'opposition. Il n'y a rien de nouveau quand même. Ou alors vous avez des informations. Elles se sont mises autour de la table, elles avancent et elles discutent. C'est donc un signal positif que nous avons depuis 48 heures. Et je pense que ce signal positif, nous le devons pour une très très grande part à l'action personnelle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a rappelé un principe qui était celui de l'unité, mais naturellement, il n'entend pas se rendre, participer au chaudron. Se mêler et mettre les mains dans le cambouis. Mais on a l'impression que vous venez nous dire ça parce qu'on a entendu ici et là l'autorité de Nicolas Sarkozy est battue en brèche parce qu'il a dit attention et il n'a pas été entendu. Alors ça prouve qu'ils doivent rebrancher leur sonotone parce que précisément, lui a dit qu'il fallait qu'il reprenne le dialogue et le dialogue a repris. C'est donc un signal très positif. Est-ce qu'il est favorable à un nouveau vote comme beaucoup de militants, comme beaucoup d'électeurs, comme beaucoup de sympathisants et même plus au référendum sur le vote apparemment. C'est un nouveau vote directement qui apparaît. Nicolas Sarkozy est favorable à tout ce qui construit l'unité et hostile à tout ce qui entraîne la division. Marine Le Pen relance aujourd'hui son rassemblement bleu marine et elle dit « Je suis la seule opposition ». Oui, et alors qu'est-ce que vous attendiez à ce qu'elle dise quoi? Donc vous vouliez qu'elle dise autre chose? Bon, écoutez, tout ceci n'est pas sérieux. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui, une fois cet exercice lié à la vie démocratique de notre famille politique, une fois cet exercice dépassé, il existe en réalité dans notre pays une grande formation rassemblant la droite et le centre, ce qui était la vocation de l'UMP, qui doit effectivement assurer sa mission. Et l'UMP, c'est une chance d'ailleurs, on a des talents multiples, des compétences très diverses. Elle a gagné de l'influence pendant cette bataille, tout comme l'UDI de Jean-Loup Borloo sans doute. Écoutez, moi je n'observe pas cela, en tout cas sur le terrain, en tout cas pas dans ma région. Je dis simplement, oui, il faut que nous sortions de la crise, parce que pour qu'il y ait une formation d'alternance et pour qu'il y ait des perspectives d'alternance, cela passe naturellement par l'UMP. Nicolas Sarkozy n'interviendra quels que soient les désirata plus des uns et des autres, c'est comme ça que ça se passe. Nicolas Sarkozy n'interviendra pas du tout, Je n'en sais rien. Il a dit ce qu'il avait à dire à titre personnel à chacun des deux candidats. Si ce soir, par exemple, ça reste bloqué, si ce soir, il n'y a rien de nouveau qui apparaît, ça veut dire qu'il reste deux groupes à l'Assemblée, ça veut dire qu'il n'aura pas été entendu. On verra puisqu'ils discutent. On ne peut pas aboutir, je ne peux pas vous indiquer des conclusions d'une discussion à laquelle je ne participe pas et qui est une discussion qui, de surcroît, n'est pas finie. Comment prend-il... Encore une fois, non, mais je comprends bien ce que vous dites, mais je pense qu'il y a depuis 48 heures des signaux positifs. Comment prend-il les appels des députés socialistes qui voudraient qu'il se retire du Conseil constitutionnel parce qu'il intervient dans la vie politique de son parti? Écoutez, ceux qui disent cela sans doute ne connaissent pas les textes ou alors ont une vision un peu politicienne et partiale. Et vous savez, le fonctionnement du Conseil constitutionnel, le statut, l'expression et autres, c'est un ensemble qui est déterminé par un décret, qui est le décret du 13 novembre 1959, et je les encourage à lire l'article 2. Comme ça leur fera passer une bonne soirée. Un mot sur l'affaire Mera
à l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes, 2 personnes interpellées. On a l'impression quand même que la thèse du loup solitaire évoquée un temps par Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DCRI, a fait long feu. Apparemment, c'était beaucoup plus complexe. Bon, c'est un sujet extraordinairement sensible, extraordinairement difficile, sur lequel il faut se garder de s'avancer. Il y a une enquête qui progresse. Laissons-la, j'allais dire, prospérer pour que la vérité apparaisse. Maintenant, vous savez, moi je ne jetterai pas d'huile sur le feu. Le combat contre le terrorisme, c'est un combat de tous les instants, c'est un combat permanent, c'est un combat évolutif. On est passé de réseaux qui étaient organisés à des situations isolées, individuelles. La distinction entre les deux est très difficile à faire pour les services de renseignement. Donc moi, au contraire, j'encourage les services de renseignement à poursuivre dans l'action qu'ils mènent au service de la protection de tous nos concitoyens. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal de Rachid Embarki et puis notre débat entre le socialiste Olivier Faure et l'UMP Guillaume Pelletier, bien sûr.